Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au National Museum Verschmacht pour une de nos nombreuses conférences dans le cadre de l'exposition Land in Motion. Et ce soir, je ne sais pas si il faut encore vraiment présenter Mark Schollen, qui est quand même dans le milieu historique ici à Luxembourg, une sommité, quelqu'un d'extrêmement connu, et qui va nous entretenir ce soir autour du thème de archéophytes et paysages luxembourgeois. Alors, je dois vous dire que le terme archéophyte, j'ai dû me le faire expliquer aussi. Donc, je suppose que c'est quelque chose qui pose question et je pense qu'on aura quelques explications au courant de la soirée. Mark Schollen est l'expert ici à Luxembourg de l'histoire des jardins et des paysages. Né en 1963 à Luxembourg, après des études secondaires au lycée classique de Diekirch, il a fait ses études d'histoire à l'université Strasbourg II. Son mémoire de maîtrise ne présumait pas encore vraiment de l'orientation future de ses recherches, puisque le sujet était les théologies impériales dans les panégyriques latins de 284 à 321 avant Jésus-Christ. Il a par la suite travaillé pendant très très longtemps et jusqu'à une période très récente. Tu es en retraite depuis cette année. Oui, retraite voilà, depuis cette année, ouais. Depuis quelques mois. Donc tu as été professeur d'histoire au lycée technique du centre ici à Luxembourg et pendant 20 ans à la fin de ta carrière au lycée classique d'Echternach, où tu as aussi à Echternach il y a quelques temps coordonné avec l'Institut national du patrimoine architectural le réaménagement du parc qui avait été détruit lors des inondations il y a quelques années. Donc, effectivement, les autres compétences que tu as acquises en parallèle à ta carrière de professeur ici à Luxembourg, notamment par des études post-universitaires à Londres entre 90 et 92 auprès de l'Architectural Association et la School of Architecture au Bedford Square, des études à l'école d'architecture de Versailles de 94 à 96 qui t'ont permis de poursuivre un certain nombre de projets d'études historiques aussi bien ici à Luxembourg, autour du château d'Anzenbourg, des études autour du parc de Kolbach, celui d'Echternach que j'ai déjà évoqué, mais aussi en France, dans le Nord-Pas-de-Calais et à Hackwood en Grande-Bretagne. Alors, pour nous, c'était une évidence d'inviter Mark Schollen dans le cadre de l'exposition Land in Motion, qui évoque à travers l'art, l'histoire, l'archéologie, les relations entre les humains et la nature, les paysages, des relations de pouvoir qui s'inspirent de manière réciproque. Et ça, c'est le fil rouge de l'exposition et le fil rouge aussi de notre cycle de conférences et d'événements. Et le sujet que Mark Schollen nous propose ce soir s'intègre absolument là-dedans. Et donc voilà, après les contacts que nous avons eus, certains de mes collègues avec Marc au courant des derniers mois, c'était une évidence pour nous de l'inviter ce soir ici. Et j'ai déjà beaucoup trop parlé, donc je cède la parole à Marc. Il y a la possibilité après, bien entendu, de poser des questions et de mener une discussion. La parole est à toi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, après ces mots de bienvenue très chaleureux, j'aimerais bien donc un peu situer le sujet. On m'a demandé de donner une conférence au sujet de quelque chose que je connais à peine, c'est-à-dire les archéophytes, mais à quelque chose que j'aime beaucoup, ce sont les paysages. Donc c'est en quelque sorte pour moi aussi un challenge d'expliquer le sujet. La première chose qui est importante, c'est de voir que l'exposition s'appelle Land in Motion. Et ici, on parle plutôt de Plants in Motion. Et c'est quelque chose qui est inscrit dans un cadre spatio-temporel, puisque quand on prend le temps, on parle des archéophytes, c'est-à-dire toutes les plantes qui ont été introduites dans notre pays à partir justement de l'invention de l'agriculture, à la découverte du Nouveau Monde, disons donc fin XVe siècle, alors que les néophytes, ce sont toutes les plantes qui ont été introduites par la suite après 1492. Alors pour ce qui est de l'espace, land, en fait, land in motion, il faut savoir qu'il y a aussi une expression qui est très proche de land, c'est landscape. Et ce mot, c'est un véritable néologisme puisque
Il a vu seulement sa naissance au XVIe siècle. C'est la représentation de l'espace grâce à la peinture, et donc c'est le landscape. Le paysage, c'est la traduction française de ce mot qui a vu le jour dans les Pays-Bas, et par la suite aussi paesaggio, etc. Donc le mot de paysage est important, et on a tendance aujourd'hui de parler souvent de cultural landscape, paysage de culture, Kulturlandschaft. Et ici, je vous propose une image qui est fallacieuse, puisque là, vous avez l'impression que c'est un natural landscape. Vous avez des arbres, c'est très joli. Hein. C'est automnal, donc ça réveille des sentiments. C'est vraiment land in emotion. Mais je vous rassure, ce n'est pas du tout un paysage naturel. C'est un paysage qui est à 100% un paysage de culture et qui a vu, au cours des siècles, des transformations profondes. Il s'agit en l'occurrence ici d'une vue prise du Eichstal, donc la vallée de l'Eich, et d'une forêt qui est composée d'une part de hêtres, de charmes, mais aussi d'arbres qui sont seulement d'introduction récente, comme par exemple les 3 arbres, les épicéas qui sont morts, et quelques autres arbres que vous voyez dans le fond. Alors, la définition de cultural landscape est intéressante puisque l'UNESCO dit que ces cultural landscapes are those where human interaction with natural systems has over a long period formed a distinctive landscape. Alors, over a long period, ça désigne évidemment cette notion de motion, de motion et de migration des plantes. Alors, pour ne citer que Patrick Chamoiseau, il a dit « Il n'est vie sans mouvement, vitalité sans migrance ». Donc, il faut bien voir que les plantes sont quelque chose de vivant et malgré l'enracinement, ce sont des choses qui migrent. Il y a le voyage des plantes, un voyage qui est favorisé par exemple par le vent. Là, vous connaissez les pissenlits ou l'eau. Des fois, on pense aux noix de coco qui flottent dans la mer et qui prennent racine quelque part ailleurs. Mais nous parlons plutôt des plantes voyagées, c'est-à-dire des plantes qui sont transportées par les animaux ou les hommes. Hein, tout le monde connaît les oiseaux qui sont de véritables agences de voyage puisqu'ils laissent partout des noyaux qui sont rejetés et donc c'est leur suc gastrique qui va réveiller la dormance et ils vont se développer en plantes. Donc c'est intéressant de voir que justement on a le voyage des plantes et les plantes voyagées. Alors, il y a une expression très scientifique pour désigner justement cette dissémination de graines de plantes par les hommes ou les animaux domestiques. Ça s'appelle hémérochorie. Chorie, c'est comme choréo, donc chorégraphie, ça vous connaissez, c'est le mouvement. Et quand c'est fait de manière involontaire, par exemple, quand les semences impures d'une autre plante sont mêlées à des plantes, on parle de spéirochorie. Alors, on est presque arrivé juste à la dernière définition. On parle aujourd'hui souvent de plantes rudérales ou plantes adventices, c'est-à-dire advenir, advent, ça veut dire quelque chose, donc on est dans la période de l'Avent. Ce sont des plantes qui arrivent, qui viennent de l'extérieur. Autrefois, on appelait ces plantes rudérales ou adventices tout simplement mauvaises herbes. Même chose pour les Allemands qui disent alors non plus Unkraut, mais ils parlent à ce moment-là de Saatgutbegleiter ou de Kulturpflanzenbegleiter. Donc c'est beaucoup plus gentil de dire que c'est quelque chose qui accompagne. Alors ce qui est inscrit ici dans le titre, cette idée d'archéophyte, fait référence évidemment aussi à un élément important, c'est l'archéobotanique et l'ethnobotanique. Alors archéobotanique, c'est une espèce de discipline qui étudie les vestiges d'origine végétale. Généralement, c'est quelque chose qui est à l'intersection de l'archéologie, de la botanique, de la biologie, de la géologie, pédologie, sciences agronomiques, donc je pourrais continuer. Mais ce qui fait partie justement de l'archéobotanique, ce sont des méthodes précises pour, par exemple, analyser les paléosemences, donc les semences qui seraient, par exemple, quelque part dans un marécage ou une mardelle. C'est la carpologie, hein, donc les paléosemences. D'autre part, on peut aussi analyser les bois carbonisés, hein, c'est l'anthracologie. Et finalement aussi les spores et grains de pollen, ça s'appelle la palynologie. Ce qui s'y rajoute, c'est évidemment aussi, après la Deuxième Guerre mondiale, la possibilité de pouvoir dater grâce à la méthode radiocarbone et à la dendrochronologie. C'est-à-dire, ça c'est plutôt le côté, je dirais, scientifique au sens propre du mot. Alors, quels sont les endroits où on trouve ces espèces de
de sources importantes. On peut trouver justement des semences, paléosemences, des spores, des graines dans des fours, des foyers, des fossés. Des latrines souvent sont très intéressantes, les puits, surtout les fossés dépotoirs, les sols de stabulation, c'est là où il y a eu des étables, ou des sols d'habitation, puisque c'était seulement de la terre battue, et aussi donc ce qu'on appelle les mardelles. Donc voilà un exemple de mardelle qu'on trouve à proximité de Folkendange. Il y en a à Luxembourg vraiment beaucoup de mardelles. Le seul danger qui consiste aujourd'hui à les revitaliser, c'est justement d'intervenir sur les mardelles, parce que c'est comme les archives des derniers siècles, voire des derniers millénaires à Luxembourg. Donc je n'insiste pas trop sur ce détail-là, mais c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les archéologues dans ce sens. Alors, un autre élément qui est important, c'est l'ethnobotanique, c'est-à-dire c'est une espèce de contraction entre le terme de ethnologie et botanique. Et là-dedans, on trouve évidemment l'archéobotanique comme science de base, mais vous y trouvez évidemment d'autres disciplines comme la géographie, l'histoire, l'onomastique, surtout pour les toponymes, l'étymologie, la littérature, les arts, l'iconographie, etc. Alors pour ce qui est du Luxembourg, on peut dire que dans l'ethnobotanique, nous avons quelques prédécesseurs très importants, comme Nicolas van Werwicke avec sa Kulturgeschichte des Luxemburger Landes, publiée donc entre 1923 et 1926 en 3 tomes. Donc c'est vraiment le premier, je dirais, pas vers cette ethnobotanique. Joseph Meyers, évidemment, aussi avec sa Siedlungsgeschichte des Luxemburger Landes, 1932. On a ensuite aussi l'exemple de Joseph Hess, qui, à mon avis, est un homme méconnu pour tous ses mérites qu'il a eus justement dans ses recherches. Dans les Alt-Luxemburger Denkwürdigkeit 1960, on trouve pas mal d'indications là-dessus aussi. Et quand on est ici au musée, évidemment, Marcel Heuertz, qui est à la fois entre l'archéobotanique et l'ethnobotanique, un grand expert. Finalement, j'ai laissé de côté quelqu'un que je vais revenir quand même vers lui, c'est Papa Klein. Alors, parmi ceux qui sont ici, connaissez-vous Papa Klein? C'est la question qui va rester en suspens. Donc, il s'appelait en fait Edmond Joseph Klein, et c'était, à vrai dire, un auteur prolifique, pour citer Jos Massard, puisque c'est un professeur qui a donné des conférences, qui a écrit beaucoup d'articles et qui a inspiré des générations de chercheurs. Alors, quant à l'ethnobotanique, il faut savoir que assez récemment, Loïc Gaudin a justement fait ce qu'on appelle le bilan des études archéobotaniques luxembourgeoises Holocène, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé dans les dernières 11 000 années, Holocène, publié entre 1950 et 2018. Et il en a justement étudié 47 études qui ont été réalisées entre ces deux dates. Alors, Loïc Gaudin, évidemment, a été très inspiré par des fouilles qui ont été entreprises dans les années 90, notamment par Fonny Lebrun, qui n'est pas un inconnu non plus dans cette maison, à la Karelslee, près de Waldbillich. C'est un site qui a été fouillé pour la première fois déjà au début du XXe siècle par Nicolas van Werwicke, et avec les méthodes de l'époque qui ne pouvaient pas donner les mêmes résultats qu'on a pu apporter par après. Donc, je vous montre un exemple de rocher près de Berdorf, et on trouve justement à Berdorf une population de pins sylvestres dont on a trouvé d'ailleurs, grâce à cette méthode d'analyse des charbons, on a trouvé des exemples aussi dans cette grotte de la Karelslee à Waldbillich. Alors, jusqu'à une date récente, on a toujours cru que c'était encore des populations de pins sylvestres qui auraient survécu justement à la grande période de la glaciation. On n'en est plus tellement convaincu. Alors, ce sont les quelques pins que vous voyez ici qui vivent vraiment dans des conditions extrêmes, un peu comme c'est pas des micro-bonsaïs, mais c'est des macro-bonsaïs, mais qui ont des siècles probablement d'existence déjà. Voilà. Alors, quand on va du côté des origines de ce qu'on appelle maintenant notre agriculture, il faut savoir que la période du néolithique est la période où on peut retracer les premières plantes qui ont été amenées. Voilà un modèle qu'on trouve ici dans le musée où on montre justement le site de la Karelslee près de Waldbillich, avec une idée de ce qu'on se fait du paysage tel qu'il se présentait
à l'époque lorsque ces hommes du néolithique ont commencé à défricher petit à petit justement nos forêts. Lorsqu'on est justement passé d'une économie de prédation, c'est-à-dire de la chasse et de la cueillette, à une économie de production où des communautés qu'on appelle généralement agro-pastorales se sont réunies, comme ici sur cette image, et qui ont donc commencé à faire les premières habitations, je dirais semi-permanentes, puisque les gens ne sont pas restés éternellement aux mêmes endroits. Alors pour ce qui est maintenant de cette carpologie, c'est-à-dire des graines qu'on a trouvées, ici vous avez par exemple de l'orge, c'est le Hordeum vulgare, et Opletzbusch Geest, Gerste. Là, ce sont des exemples qui viennent de cette Karelslee, qui ont été analysés. Eh bien, l'orge a fait son apparition dans le croissant fertile vers 8000 avant notre ère, et donc c'était la principale céréale dans les cultures mésopotamiennes. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne l'a pas seulement utilisée pour la panification, mais on pense aussi qu'elle a été utilisée en grande partie pour fabriquer de la bière et des galettes, des bouillies, donc pas seulement du pain. Alors, je retourne à ce schéma. Là, vous voyez justement un schéma qui vous montre un tout petit peu cette évolution de ces différentes graminées ou les poacées, comme on les appelle, qui ont été cultivées depuis quelques 10 000, 8 000 ans, à partir du croissant fertile. Mais je ne vais pas entrer dans le détail, juste pour vous remettre d'alarme, puisque je ne suis pas non plus expert pour tout ce qui est de ces céréales. Alors, on sait qu'il y a un petit épeautre donc, qui est le Einkorn en grain en français, qu'on trouve ici sur le schéma. Puis vous avez en haut justement le blé dur, c'est le Triticum turgidum ou durum, qu'on voit qui se développe et qui est sensible au froid. Mais c'est en fait la seule espèce cultivable en milieu aride, donc il était très favorisé, notamment dans le bassin méditerranéen, voire aussi en Égypte. Alors, vous en avez d'autres céréales comme le seigle, Menander Plötzbusch Kar, donc Roggen en allemand, qui est adapté aux régions, aux terres froides et pauvres. Et c'était en fait pour les Germains et les Celtes la nourriture de base avant l'arrivée des Romains. Et les Romains eux-mêmes n'ont pas tellement apprécié le seigle. D'ailleurs, Pline dit que c'est une nourriture très pauvre, utile seulement pour éviter la famine. Donc, ça a été cultivé très peu. Alors, l'épeautre, Spelz, est quelque chose qui est très apprécié au Proche-Orient, mais les Romains ont apparemment très peu cultivé, sinon pas du tout cultivé l'épeautre. Alors qu'au Moyen-Âge, l'épeautre, Spelz, est devenu un aliment de base et a été vanté, par exemple, par Hildegard von Bingen pour sa viriditas, non pas virilitas, mais viriditas, c'est cette force de vie qui est très bonne pour la santé aussi. Et encore le millet en Hirse ou l'avoine, Hafer, Huever, qui ont été cultivés dans nos régions pendant le néolithique, c'est-à-dire avant l'arrivée des Romains. Alors, il y a des plantes qui accompagnent justement les différents blés, et là, ce sont des plantes qu'on appelle les plantes messicoles. Alors, vous voyez, en premier lieu, ici, le bleuet, Centaurea cyanus, qui a été introduit au néolithique, non pas néolithique, c'est vraiment la toute dernière qui a été introduite. En fait, c'est le coquelicot et la camomille qui ont été introduites dès le néolithique. Eh bien, ce sont des plantes messicoles qui suivent en quelque sorte le cycle des moissons. Ce sont des plantes adventices, mais ce sont donc des archéophytes hémérochores, mais qui sont justement arrivés avant cette date fatidique de 1492. Voilà, donc je passe maintenant du côté des fruits. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que sur ce schéma, on aperçoit, c'est un schéma de Ulrich Willarding, c'était un grand scientifique d'après-guerre qui a fait des études justement sur des restes de pépins qu'ils ont trouvés notamment dans des mardelles, dans des marécages. Eh bien, quelles sont les variétés de fruits qu'on a connues déjà dès le néolithique? Vous voyez que les pommes sont déjà connues, le pyrrhus aussi, donc la poire. Il y a aussi quelques points d'interrogation, par exemple pour le Prunus avium, c'est une discussion qui est restée encore très longtemps puisque
on ne voulait pas trop accepter que le Prunus avium soit d'introduction venant de l'Orient, donc c'est dit Süßkirsche. Sauerkirsche, par contre, nous savons que ça a été introduit au 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est Lucullus qui l'a ramené après sa campagne contre Mithridate. Et dans le cortège de triomphe à Rome, on a justement montré arborer un cerisier, donc un Sauerkirsche, Prunus cerasus. Vous voyez, Prunus spinosa, donc c'est l'épinette, donc c'est pas quelque chose qui est trop succulent, mais après un petit gel. Évidemment, vous pouvez faire des choses succulentes par après, etc., etc. Donc vous voyez, c'est toute une liste de fruits, et vous voyez qu'il y en a pas mal qui datent de l'époque romaine, où on dit plutôt c'est de l'époque romaine qu'on les a introduits. Par exemple, Prunus armenica, donc l'abricot, ou la pêche, Prunus persica. On va encore parler par après. Donc il y a des points d'interrogation, et je crois qu'aujourd'hui, 50 ans après la publication de ces études, on est arrivé quand même à des résultats qui sont encore plus précis. Alors chez nous à Luxembourg, on a eu des trouvailles, par exemple, de noisetiers, de fruits de noisetiers, parce que c'est en fait la plante qui, dans la période du Mésolithique, c'est-à-dire vers 7000 à 6000 avant Jésus-Christ, était très très répandue. Eh bien, c'était une espèce dominante qui a fourni une nourriture de valeur pour les habitants de l'époque. Et on a trouvé notamment à Altwies des restes de ces noisettes qui étaient grillées. Donc ça, c'est intéressant de le savoir. Et, bon. Alors, quand on va du côté des fruits qui sont malheureusement aujourd'hui un peu méconnus, ça c'est le Cornus mas, le Kirlta. Donc c'est un fruit qui est un peu acidulé, voilà, qui n'est pas encore tout à fait à point, et voilà la couleur qu'il prend à la fin de l'été. Eh bien, on en faisait à Luxembourg, notamment dans la région de Mersch, à Recange, une fameuse drup, le Kirlta. Drup, c'est quelque chose de très très bon, et on le servait aussi avec du gibier. Donc c'est une très belle plante, elle a une très très belle fleur à la fin du mois de janvier, début du mois de février, jaune, et puis après des fruits qui sont aussi délicieux. Alors, quand on prend maintenant des premières espèces de villages, je dis fortifiés, donc là vous avez à Beaufort, dit Aalburg, ce sont des sites qui sont considérés comme des camps retranchés, fortifiés, mais on voit que les habitations qui sont présentes là-dessus, ce sont des habitations qui montrent que c'est comme plutôt un village qui s'est fortifié. Donc il y a autour des rochers, on a juste creusé un fossé et fait un remblai avec un Pfostenschlitzmauer, une espèce de mur Murus Gallicus autour. Et voilà, ça c'est une fouille de 1941, et vous voyez donc ça a été publié en 1942. C'était SS Ahnenerbe à l'époque, c'était donc un archéologue qui était chargé justement d'explorer les sites, parce qu'on avait d'autres intérêts pour savoir aussi comment les Germains, nos ancêtres, vivaient à l'époque. Voilà donc une grande maison, vous voyez 5 mètres, donc ça fait presque 9 mètres pour la largeur, pour la longueur ça fait quand même une vingtaine de mètres, Langhaus comme on dit. Voilà, donc nous passons maintenant vers l'époque romaine, et je vous ai mis simplement une image, quelque chose que vous trouvez ici aussi au musée. C'est un dessin qui a été fait par Alexandre Wiltheim, qui est vraiment le père de l'archéologie à Luxembourg, un jésuite du XVIIe siècle. Et voilà un relief qui nous montre un agriculteur en train de labourer. Il porte justement cette tenue qui serait ultramoderne aujourd'hui à nouveau. C'est un hoodie, c'est le cuculus des Gaulois, qui suit donc sa petite, je dis charrue, c'est plutôt en arrière parce qu'il n'y a pas encore de roue, comme pour la charrue au Moyen-Âge. Alors, que dire des Romains et de l'agriculture? On sait très bien que les Romains étaient très pratiques et que leurs origines remontent vraiment à l'agriculture. Si vous prenez des mots de cultus, culture, c'est vraiment l'idée de culture au sens propre du terme, mais aussi culture au sens de ce qui dépasse justement les patates et autres fruits. Alors, nous avons d'autres expressions comme un vers, verse, vertere, c'est-à-dire simplement tracer un sillon avec une arrière. Donc ça, c'est intéressant de voir que des termes très pratiques sont devenus des termes au sens figuré. Ou même le terme de putare, qui signifie penser, signifie
a priori coupé. Hein. Et donc le poutator, ce n'est rien d'autre que l'émondeur, celui qui coupe les fruits et les arbres fruitiers. Donc poutare et ses pensées coupées, et tout le monde connaît le mot amputare, bien sûr, mais aussi computare, ce qui veut dire calculer. Donc c'est très concret ce que les Romains s'imaginent lorsqu'ils parlent de l'agriculture. Alors les sources pour l'époque romaine sont maintenant beaucoup plus riches. Nous avons d'une part des sources littéraires. Je ne vais pas trop insister sur celles-là parce que je ne veux pas dépasser le cadre de notre conférence, mais il y en a beaucoup justement de traités didactiques à partir de 150 avant Jésus-Christ jusqu'au IVe siècle après Jésus-Christ, justement sur l'agriculture. On a des sources archéologiques de toute évidence, il suffit de se promener ici dans le musée. On a d'autre part aussi le parcellaire, je vais vous montrer quelques exemples qui sont encore aujourd'hui des exemples qu'on peut retracer sur le terrain. On a l'iconographie, c'est-à-dire des représentations, enfin des reliefs, des sculptures, voire des fresques, des peintures ou des mosaïques. On a les toponymes qui sont très intéressants pour l'époque romaine et finalement aussi l'archéobotanique. Et je vais vous montrer quelques exemples de plantes qui se promènent maintenant de manière libre dans nos paysages. Alors juste pour revenir à ces témoignages, à ces sources littéraires, il faut savoir qu'il y a d'une part ces sources littéraires que tout le monde a dû étudier lorsqu'il a fait le latin au lycée, c'est-à-dire on parle évidemment d'Horace et de Virgile, on parle d'Horace qui lui aimait bien boire son vin de Falerne et qui louait Mécène, son grand Mécène, évidemment qu'il a reçu une propriété et qui était bien entendu gérée par des esclaves aussi. Et vous avez Virgile qui a écrit justement le poème des Géorgiques. Et c'est un écrit qui est vraiment un écrit de flagorneur puisqu'il s'agit de vanter le retour de l'âge d'or sous Auguste. Hein, donc c'est une façon aussi de ramener l'idée de la pax, de la paix qui ramène la prospérité. Alors, les autres auteurs dont j'ai parlé, par exemple Caton, qui a vécu au IIe siècle avant Jésus-Christ, il a écrit un traité qui est assez indigeste, De Agricultura, mais qui montre bien qu'il connaissait son métier. C'est le premier ouvrage en latin à ce sujet-là. Varron qui a écrit le De Rustica 37 avant Jésus-Christ, à ce moment-là, il avait déjà 81 ans. C'est juste après la mort de César qu'il explique justement dans ce livre comment il gère ses propres domaines qui sont vastes. Il a des haras, des viviers, des volières. Et c'est le premier qui parle vraiment des capitaux nécessaires qu'il faut investir pour avoir une telle propriété, aussi un peu de la main-d'œuvre qu'il faut employer. Il nous donne tout le calendrier, les noms des animaux, culture, l'élevage justement de luxe qui le préoccupe aussi à l'époque, puisqu'il dit vous pouvez faire plus d'argent si vous élevez par exemple des petits escargots comestibles que si vous produisez simplement des cochons. Alors ça, je trouve intéressant de voir que ce Varron, il reste une référence, il cite tous les autres auteurs qui ont écrit avant lui, surtout aussi des sources grecques. Quand on se promène maintenant au 1er siècle après Jésus-Christ, c'est Columella qu'il faut avoir lu. Hein, c'est vraiment les 12 livres des Re Rustica qui sont très précis. Et un quart justement de cet ouvrage est dédié à la viticulture, ce qui montre bien que c'est un aspect extrêmement important. Alors que le 10e livre est écrit en vers, ce qui n'est pas le cas pour les autres livres, et c'est le livre qui est consacré au jardin. C'est très scolaire dans un sens, mais c'est charmant comme tout. Et c'est à cette époque-là que, justement, on parle des latifundia, des grandes propriétés, et c'est aussi à cette période-là que les Gaulois, nos ancêtres, les Gaulois, ont fait connaissance de leurs libérateurs, les Romains, bien entendu, et que les Romains ont établi alors les grands domaines agricoles que nous connaissons aujourd'hui grâce aux villas. Je dis grâce aux villas puisqu'on ne sait pas vraiment quelle est l'étendue de ces domaines agricoles. On parle généralement d'Echternach, on a Fichten, dont on peut admirer la mosaïque, les fresques, on a Schieren, Walferdange, Bertrange, à ne pas oublier Bertrange, et bien entendu, ce sont des grandes villas, c'est juste la tête de ces grands corps, et je suppose que ces villas ont produit évidemment des céréales et d'autres vivres pour les villes comme Trèves ou Metz, etc. Alors, les instruments
qu'on trouve ici au musée. Ce sont par exemple, ça c'est une falx du Putator, c'est peut-être la vinitoria, c'est celle pour couper les vignes, les autres pour les arbres fruitiers. Ce sont des instruments qu'on trouve encore à gogo lors des fouilles archéologiques et ils ne sont pas tellement différents de ce que nous avons aujourd'hui comme instruments dans le jardin. Voilà, il y a quand même un petit problème entre les écrits de Columella et les écrits qui sont produits par la suite. Il y a presque un hiatus de 3 siècles. Il y a quelques fragments d'autres auteurs. On a aussi des auteurs très intéressants qui nous parlent de l'hydrologie. Vitruve nous parle de la manière de construire des citernes, de trouver des sources. Évidemment, ce sont des écrits qui sont très importants du point de vue technique pour certains aspects. Mais lorsqu'on arrive justement à la fin du IVe siècle après Jésus-Christ, on a un auteur qui s'appelle Palladius qui nous décrit une machine qu'on appelle le valus, donc une moissonneuse. Mais attention, ça c'est une moissonneuse qui est aujourd'hui exposée, non pas ici à Luxembourg, ça ce n'est qu'une photo, c'est un objet qui se trouve maintenant au musée Gaumet. Une magnifique représentation. C'est un tout petit peu, je dirais, la tondeuse du coiffeur puisque vous voyez, le système, c'est qu'on pousse cette espèce de drôle d'engin, il faut alors gratter, pour ainsi dire, les grains pour que ça tombe dans une caisse. Je ne peux pas vous expliquer le truc techniquement, puisqu'il y a aussi différentes explications de la manière de le faire, même des auteurs comme Palladius, décrivent une machine qui est différente de celle-ci. Donc, ce n'est pas un secret qui est complètement élucidé jusqu'à présent. Ou voilà ici un fragment qui est exposé à Trèves. Alors, ces reliefs sont intéressants et je passe maintenant directement du côté des fruits et légumes. Oh, un marché à Rome. C'est tellement beau, des tomates et toutes sortes. Oui, évidemment, vous avez vu que c'était pas pour montrer marché de l'époque romaine, mais il faut savoir qu'à Rome, il y avait un forum olitorium, et le olitor, c'est le jardinier qui produit les légumes. Et encore aujourd'hui, on sait très bien que les Italiens aiment beaucoup la végétation, et le régime alimentaire des Romains était à base essentiellement végétale. Alors, quand vous allez voir un jardin didactique à Luxembourg, allez à la Villa de Steinach. Ils ont un jardin qui est magnifique, voilà, donc une vue à partir du jardin didactique vers des vestiges de la villa. Et voilà donc ici dans l'exposition un dolium que vous pouvez admirer, c'est simplement un récipient pour y conserver des vivres. Voilà des éléments qui sont intéressants lorsqu'on fouille. Généralement, les gens s'attendent à des trésors, des bijoux, de belles choses, mais ceux-ci sont aussi des trésors pour connaître quelque chose sur les habitudes alimentaires des Romains. Ce que les Romains adoraient aussi, c'était les légumineuses. Tout ce qui est fèves, lentilles, pois, est consommé en grosse quantité. Et d'ailleurs, il y a aussi un nom de cognomen de Cicéron. Cicéron, c'est un cognomen, un surnom. Il remonterait justement à une espèce de pois chiche qu'un de ses ancêtres portait comme excroissance sur son visage. Donc Cicéron, le petit pois chiche, Cicéron. Voilà, et c'est donc fèves, lentilles, pois, mais attention, pas les haricots, parce que ceux-là viennent d'Amérique. Alors, le jardin didactique, qui est ici encadré avec des bordures de buis. Je dois dire qu'on n'a pas trouvé ici à Luxembourg de traces de bordures de buis, mais si vous allez en Angleterre, on a fait une excavation à Fishbourne. Là, on a trouvé effectivement des choses semblables. C'est donc de ça qu'on s'est inspiré ici pour montrer le buis qui pousse. Je n'ai pas pu vous montrer justement du buis, du Pellenbusch de Ihnen, parce qu'il a été entièrement bouffé par la Sidalima perspectalis, cette espèce de petite chose qui vient de Chine. Et donc, depuis une vingtaine d'années, justement, ça fait ravage en Europe. Voilà donc quelques légumes que les Romains appréciaient. Là, je vous montre justement l'artichaut. L'artichaut qui était déjà cultivé en grosse quantité par les Carthaginois. C'est Pline qui nous en parle. Et qu'il était très prisé à Rome et très cher d'ailleurs aussi. Quand on parle justement de Carthage, on a tendance à oublier que justement Carthage connaissait une agriculture qui était extrêmement développée à l'époque, et on trouve notamment
une citation de Caton qui aurait présenté au sénateur des figues. Il aurait demandé est-ce que vous pouvez me dire d'où ça provient? Personne ne pouvait lui répondre. Eh bien, ça vient de Carthage. Il y a 3 jours d'ici, pour dire il faut détruire Carthage, parce que c'est un tout petit peu ce discours idéologique qui était derrière cette présentation. C'était très pédagogique pour dire c'est à proximité de chez nous. Là, voilà. Alors, on a les artichauts, on a évidemment les poireaux, et ça c'était très très apprécié par exemple, l'empereur Néron, qui avait introduit une journée poireaux par mois, parce que les qualités émollientes pour la voix, justement, lui permettaient de chanter comme un rossignol. Donc ça, c'est le poireau. Il faut savoir que ces empereurs de cette dynastie étaient assez excentriques. Par exemple, Auguste suçait des concombres pour se désaltérer, et d'ailleurs son fils Tibère en mangeait tous les jours. Donc c'est intéressant de voir que justement les légumes sont très appréciés. Voilà des laitue lactuca, donc lait, effectivement, puisque le sucre de cette plante, la laitue romaine, est un peu amer. Bon, il y a une plante qui dérange un tout petit peu, c'est celle-là, avec les petits boutons jaunes. Ça, c'est évidemment une plante néophyte, c'est la Galinsoga parvifolia, qui vient du Pérou, qui a été décrite pour la première fois en 1794, et qui fait maintenant office de superfood, parce que vous pouvez manger cette plante. Elle est pleine de vitamine C et de je ne sais pas quoi encore. C'est vraiment une plante très, très intéressante en cas de crise, d'ailleurs. Et voilà, une plante qu'on associe peut-être Halloween. Ça, j'ai pris une photo ici près du musée il y a quelques semaines d'ici. Eh bien, c'est une plante qui n'a strictement pas de grand rapport avec les Romains, puisqu'il s'agit ici d'une espèce de gourde style américain, puisque nous savons que les Romains connaissaient uniquement la Lagenaria ciceraria, c'était la gourde ou calebasse, alors que là, nous sommes dans le registre des cucurbitacées qui ont été importées d'Amérique. Alors, ça c'est intéressant. D'ailleurs, quand on parle d'une satire qui a été écrite au sujet de l'empereur Claude, lorsqu'il est décédé, je ne dirais pas assassiné, on dit toujours qu'il a été assassiné par son épouse, eh bien, il y a justement cette apocolocantose, c'est-à-dire l'apothéose de l'empereur Claude qui est transformée en citrouille, la citrouillification. Ce n'est pas vraiment la citrouillification, c'est plutôt la transformation en gourde ou en calebasse. Donc, on s'est vraiment moqué de ça. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas qu'un président américain puisse porter un teint pareil à cette espèce de drôle de truc de Halloween. Je n'ai pas parlé de l'ail, des oignons, c'était plutôt la nourriture pour les pauvres, pour les ouvriers, mais ils en mangeaient à gogo. Alors pour les fruits que les Romains ont amenés ici, on en trouve par exemple le Sorbus domestica, qui est devenu assez rare aujourd'hui, mais on essaie justement d'en faire du Spielbaum, d'en planter de plus en plus. Donc ici un Spielbaum près de Norman. Ou bien vous avez dans le jardin didactique de Echternach de Honsage, c'est-à-dire le Mespilus germanica, mais qui ne vient pas d'Allemagne, qui a été aussi ramené de la région sud-est de la Méditerranée, tout comme d'ailleurs le cornuier, dont on suppose aussi qu'il vient plutôt de cette région mésoméditerranéenne. Et vous avez le cerisier, donc un véritable cerisier, pas un merisier avec des cerises, tel que Lucullus les aurait donc ramenés lors de sa victoire en 68 avant Jésus-Christ. Alors Persica, voilà, donc Roter Ellenstetter qui produit chaque année des kilos de ça, c'est très succulent. Et je passe au registre des fleurs, la Rosa officinalis, comme le nom le dit déjà, c'est-à-dire une plante qui a servi aussi de médecine pour les Romains. Alors les Romains étaient friands justement de cette fleur de rose, et l'Égypte était connue pour produire des pétales de rose que les Romains importaient. Alors c'était au 1er siècle avant Jésus-Christ. Par la suite, la culture des roses a été établie à Paestum, donc c'est vraiment devenu un véritable business de roses qui s'est établi dans la région. Ce qui m'étonne, c'est que cette Rosa officinalis ne se retrouve pas à l'état sauvage dans la nature, puisque c'est une véritable peste. Une fois établie, vous voyez toujours des petits rejetons qui viennent. Je n'en sais rien.
Alors, vous avez une autre plante qu'on ne soupçonne pas d'être d'origine romaine, mais ce sont les Romains qui nous ont amené la violette, c'est-à-dire la Viola odorata, Duftveilchen. Elle est originaire de la Méditerranée, et vous la trouvez de la Méditerranée au Caucase. Donc, c'est une plante qui est cultivée depuis l'Antiquité, qui a de multiples associations avec la mythologie, etc., etc. Et donc, c'est une fleur qui est très populaire au Moyen-Âge parce qu'il y a très peu de fleurs qui sont à la fois très odorantes et très spectaculaires pour ce qui est des couleurs. Une plante qui me tient très à cœur, c'est la Vinca minor, Zingrün, kleines Immergrün, qui est une autre introduction des Romains. Donc ça, c'est fort, fort intéressant. C'est un archéophyte de la région méditerranéenne et qui se multiplie uniquement grâce au marcottage spontané, c'est-à-dire vous avez cette espèce de tribe, c'est-à-dire ces rejetons qui vont prendre racine, c'est une rhizogenèse qui se produit, et ça produit donc des tapis. Et donc grâce à l'étendue de ces drôles de tapis de pervenche, on peut estimer à quel moment ça a été établi à peu près. Souvent, c'est tout près de vestiges archéologiques. Je montre maintenant un site, c'est Relland, près de Steinzel, c'est le temple qui a été fouillé dans les années 60. Là, le temple du dieu Kirunicus, apparemment, comment sais-je. Eh bien, tout près de là, 25 mètres de là, vous avez des tapis énormes de cette Vinca minor que les Romains ont introduit. Ça ne m'étonnerait pas de voir ici, justement, ce lien avec les Romains. Alors, il faut savoir que pour que cette plante reste sur place, il faut que ce soit un endroit qui ne soit pas trop bouleversé, qu'une forêt puisse s'établir, que ce ne soit pas dérangé, que le sol soit propre à ça aussi. Donc, si vous avez des vincas qui étaient plantés autour d'une villa qui, par la suite, est devenue un champ labouré, il y a peu de chances que ça reste. Mais dans la forêt, on en trouve en bien des endroits. Je suis en train maintenant de faire pour moi-même un petit inventaire des endroits où je trouve Vinca minor. Ce qui me motive pour faire beaucoup de petits pas dans la nature et voilà, de mettre ça sur la carte. C'est un véritable Kulturrelikt, comme disent les Allemands. Il y a un terme technique pour ça, Stinsenpflanzen, qui a été utilisé, choisi par les Hollandais dans les années 50. Steenhuis, apparemment, signifie donc une maison construite en pierre. C'est des ruines, des décombres sur lesquels, justement, on a constaté que certaines plantes se sont établies et ont commencé, justement, à s'établir. En Allemagne, il y a quelques recherches sur le Vinca minor. Werner Prange travaille là-dessus. Aussi Christian Stolz. Donc, ce sont des choses qu'on pourrait bien entendu aussi faire ici à Luxembourg. Je passe maintenant à la viticulture qui semble intéresser tout le monde, beaucoup plus qu'une Vinca minor. Voilà une représentation de vitis que vous trouvez ici dans le musée. C'est un relief qui a été trouvé près de Remerschen. Eh bien, la culture a été importée apparemment par les Romains, ou peu de temps avant les Romains, parce qu'il faut savoir que les Gaulois avaient des rapports commerciaux intenses avec les Romains avant la conquête. Et ce qui est intéressant, c'est que la plante de la vigne s'est adaptée à nos sols, à notre climat, à tel point qu'à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, les vignes de la Gaule faisaient concurrence aux vignes justement de l'Italie, et que ceux qui en produisaient du vin en Italie trouvaient que c'était de la concurrence déloyale. Alors, ce qui est également intéressant de savoir, c'est que nous avons des textes, voilà, une manière traditionnelle qui a été maintenue jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, même à la Moselle luxembourgeoise, c'était cette espèce de Herzbildung. Je ne connais pas le terme technique maintenant, j'aurais dû le regarder. Puis ça, j'ai vu à Saarburg, où il y a encore un freak qui fait ça pour son propre plaisir. Mais c'est tellement joli de voir justement comment ça se présentait. Eh bien, on sait que là, c'est près de Vintrange qu'on trouve justement encore un très beau verger. Et là, vous voyez aussi que dans l'arrière-pays, il y avait aussi pas mal d'endroits qui étaient justement des endroits où on cultivait la vigne. Alors, je vous donne tout simplement une liste de villages qui produisaient encore du vin en 1842. C'est dans l'ouvrage de Ahnen, Luxemburger Flurnamen, Geschichte, où il donne justement cette liste qui est établie sur la base des statistiques de 1842. Beerdorf, Reisdorf, Bettendorf, Dickkirch, Ettelbrück,
Fuhren, Biesen, Bövingen, Junglinster, Rodenburg, Biver, Betzdorf, Niederanven, Herborn, etc., des endroits qui aujourd'hui ne paraissent... Et bien entendu qu'il y avait encore 12 hectares de vignes vers 1900. Hein, donc. Mais ça, c'était juste pour montrer à quel point c'était répandu de partout. Et les toponymes Wengat-Wangert, on les trouve partout. Mettel, Urversauer, Lourdes, Alzette, la cité Am-Wangert, à Mersch, etc. On connaît bien tout cela. Donc, c'est intéressant de voir que justement les toponymes révèlent la présence de vignobles et même le Herberge à Diekirch. Ça s'appelle Herberge puisque c'était les moines de Saint-Maximin qui ont possédé justement des vignobles à cet endroit-là. Alors, il y a un auteur de l'époque romaine qui a vanté la beauté de la Moselle, c'est évidemment Ozone, qu'on retrouve aussi pour des citations ici dans notre exposition. Et ce qui m'étonne et ce que j'aime beaucoup dans ces descriptions d'Ozone, il faut lire et relire tout cela. Et il y a justement Charles-Marie Ternes qui a travaillé là-dessus pendant des années, c'est qu'il nous décrit l'emplacement des villas romaines qui souvent sont, il dit par exemple, culmina villa Rom, pendentibus Taripis, et viridis, Bacco, Colles, Damön, affluentes, subter labentis, tacido, rumor, Moselle. Donc ces villas dont les fêtes s'élèvent au penchant des rivages, c'est toujours cette idée qu'ils se, à mi-hauteur ou tout à fait en haut, hein, par exemple, Subli, mis à Pex, hein, donc c'est vraiment en haut qu'ils se trouvent. Ou talia despectant longo per caer la tractu, donc les villas qui regardent de haut en bas sur ce paysage qui est très beau. Et il dit à un certain moment que c'est pratiquement comme si c'était un théâtre. Et ce qui est très intéressant, utque suis fruitur dives speculatio terris, c'est-à-dire comme si c'était la vue du pays qu'ils embrassent, comme si cela appartenait à la villa. Donc il y a à côté de l'aspect productif, sans doute aussi l'aspect esthétique qui comptait. Et c'est tellement important de voir justement tous les termes qui sont liés au visuel, puisque on dit toujours que les Romains et les gens au Moyen-Âge n'ont pas regardé le paysage, qu'ils avaient juste des jardins enfermés de murs, des clôtures, et qui n'avaient aucun sens de la beauté du paysage. Alors, comme je suis habitant d'une région, la vallée de l'Alzette, bon, voilà encore une affiche qu'on montre aussi au musée, que je trouve très, très jolie. Hein. Une affiche de la fin des années 50, je crois, de Lex-Weyer, qui vous montre justement qu'il y a des bouteilles de vin Moselle qui jalonnent justement le cours de la Moselle, un tout petit peu comme les villas romaines à l'époque romaine, puisque vous avez à des intervalles réguliers justement des bouteilles de vin. Alors, je passe maintenant, avant de... Voilà, je reviens. Maintenant, à des traces qu'on peut trouver sur le terrain. Alors ici, vous avez le Lidarsken qui vous montre une villa qui se trouve à Dalheim. C'est Buchholz, une villa qui a été déjà fouillée au XIXe siècle. Là, vous avez justement une rangée de bâtiments domestiques et la villa qui se trouve à cet endroit-là, alors qu'elle est liée à la chaussée romaine qui se trouve à cet endroit-là, c'est la voie romaine, une borne, un temple qu'on a aussi découvert. Donc c'est pour montrer l'emplacement d'une telle villa. Voilà un aspect un peu plus agrandi. Là, vous voyez les bâtiments qu'on peut encore retracer sur place dans la forêt. Donc ça, c'est un site qui est recouvert par la forêt. Je prends un autre exemple, c'est à Beaufort, c'est Esselbourg. Voilà ici un modèle numérique du terrain qui a été donc réalisé à l'aide de LIDAR, c'est le Light Detection and Ranging. Et vous pouvez voir qu'à l'intérieur de la forêt, vous avez justement cet enclos avec une villa à cet endroit-là, des bâtiments symétriquement disposés. Donc c'est une villa axiale avec des bâtiments à gauche et à droite. Donc un site qui est complètement couvert de forêt aujourd'hui. Je vous montre un autre exemple. Ça, c'est à Ellange-Meierchen, le nom le dit déjà. Vous voyez sur cette photo aérienne qui a été réalisée en 2023, mon frère André m'a envoyé gentiment ces photos. Là, vous voyez la villa qui se trouve à cet endroit-là. Il y a des bâtiments aussi sur cette parcelle-là. Et si vous regardez bien, le parcellaire de 1830 reproduit encore assez bien, du moins, le système orthogonal de ce que les Romains ont établi sur place. Donc, il y a une mémoire de la géographie et du parcellaire que je trouve extraordinaire dans ce sens-là. Voilà une image d'une villa que je me vante pour une fois, que je viens de découvrir moi-même il y a 2 ans, en faisant une balade avec des amis près de Babelin, Kirchen, quelque part dans l'Usling, que je connais très peu,
Alors je me promenais quelque part en haut, là où il y a ce champ de maïs, et je trouve donc une tegoula, donc une de ces tuiles. Je ramasse très vite pour suivre les autres. À la maison, je regarde bien, je vois bien que c'est une tuile romaine. Je demande à mon frère si c'est un site connu. Non, non, pas du tout connu. Il fait sa recherche. Et qu'est-ce qu'il trouve alors quand il regarde les vues aériennes? Vous voyez que là, vous en avez... Oh, ça ne semble pas marcher. Donc, si. Voilà. Là, vous avez un endroit au centre. Je pense que la batterie, elle est un peu faible. Non, ça va. Là, vous avez un bassin là, vous avez un bassin qui s'y trouve. Vous avez des murs de ce côté-ci, vous avez des petites tours, des pavillons de ce côté-là, vous avez des bâtiments qui sont sans doute des bâtiments des communs, et là où vous avez actuellement une espèce de petit bosquet, vous avez les décombres d'une villa romaine qui se trouve en dessous de ça. Et ça, c'est intéressant, puisque le site s'appelle Elsbourg, alors que Beaufort, là, nous avions Esselbourg, donc c'est pratiquement le même toponyme. Et le bassin fait quand même, si vous regardez bien, il est grand, hein. Il fait 28 mètres sur 9 mètres. S'il a une profondeur de 1 mètre, ça fait quand même 252 mètres cubes d'eau pour un tel bassin. La question qui se pose pour le paysage, est-ce que c'est un bassin ornemental? Est-ce que c'est un bassin utilitaire? Et je dirais utile dulci, c'est-à-dire les deux choses. On y garde les poissons pour la cuisine. On peut peut-être y faire une petite plongée en été, mais c'est surtout aussi quelque chose qui magnifie la vue de la villa. Comme à Echternach, c'est quelque chose qui double la vision du site. Alors, la vallée de l'Alzette, tellement bien décrite par notre ami Ozon, qui dit « Nec minoroc tacitum qui persola pinguialia ben stringit frugiferas felix alisontia ripas ». Donc l'Alzette heureuse effleure des rives couvertes de moissons. Alors ici, un tableau de Dominique Lang qui est aussi exposé, qui vous montre... la vallée de l'Alzette avant la construction de la Nordstrasse, encore très idyllique. Et voilà une vue d'une partie de cette vallée au XVIIIe siècle. C'est le plan de la carte de Ferraris. Vous voyez Linchen, et vous avez tout ce qui est en vert, ce sont en fait des prés qui sont soit des prés de pâturage, des prés de fauche, alors que ceci, ce sont les forêts. Et si vous connaissez bien la région, vous voyez par exemple... Cette partie-là, elle est entièrement utilisée pour le labour, hein, donc il n'y a pas de forêt, pas de bois, et même les versants dans toute cette vallée sont tous utilisés pour faire du labourage. C'est du labourage extensif à gogo. Il y a beaucoup moins de forêt qu'aujourd'hui. C'est beaucoup plus intéressant qu'on ne le pense, parce qu'on voit que des endroits qui sont aujourd'hui pratiquement entourés maintenant de forêt, eh ben, c'est à ce moment juste de ce côté-ci où il y a les rochers, où on a de la forêt. Je prends un autre exemple du Rollinger Berg. Vous regardez maintenant en direction de la ville de Luxembourg. Vous voyez dans l'arrière-fond cette ville de Luxembourg, Kirchbirch. Ça, c'est le Buschbirch à Linchen, qui était complètement nu, pas de végétation dessus, uniquement des labours de ce côté-ci, qui est aujourd'hui boisé. Et surtout, ce que vous voyez maintenant comme prés, c'était à l'époque des labours au XVIIIe siècle. Alors ces micro-reliefs, je les trouve très intéressants. Ça, c'est par exemple dans la région de Bichelbach. Vous voyez que ce qui est aujourd'hui couvert par les prés, c'était en fait les traces des labours anciens. Et ça a été, lors de la Révolution verte au XIXe siècle, une tendance à Luxembourg pour transformer justement ces terrains qui étaient un peu pénibles pour le travail, pour les transformer justement en prés artificiels. Alors, là, je vous montre des micro-reliefs qui sont uniquement visibles lorsque vous avez un dégel après un peu de neige. Ça, c'est à Junglinster, où vous avez justement, entre Junglinster et Altlinster, des prés qui montrent de temps en temps, soit en été, quand il fait très sec, ou ici, par exemple, au mois de février, des traces. Et là, vous avez justement les sillons, c'est ce que les Anglais appellent ridge and furrow, qui montrent bien que ça a été labouré très longtemps, que ce sont des champs qui étaient établis sur ces sols qui sont très lourds. Hein. C'est cette marne gypsifère bariolée qui colle comme si c'était, oui, dégueulasse en fait, mais c'est qui est très fertile aussi, voilà. Alors voilà une représentation d'un paysage luxembourgeois de Roost, hein,
avant la construction de Google. Voilà, au XVIe siècle, Bertels montre justement comme ici on fait des affaires, hein, c'est pas justement avec Google, mais et justement avec des moissons qui sont presque gigantesques, avec quelques maisons en arrière-fond. Eh bien, de Roast, je vous montre le Roast. Il se trouve ici, Montagne Roast. Rien d'autre que ici que des terres qui sont labourées. Et vous trouvez la même chose du côté, par exemple, de la chapelle de Einelt. Là, vous avez partout des champs labourés, alors qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de prés à cet endroit-là. Voilà une chose qui est typique pour le Usling. Vous avez le Wiesendal. Hein, vous n'avez pas de pré sans la fauche, hein, ohne Sense keine Wiese. Eh bien, ce qui reste encore ici, ce sont des restes d'une haie qui n'est plus taillée, donc c'est vraiment des vestiges. Là, vous avez quelque chose qui n'est plus intéressant pour y mettre du bétail, mais c'était autrefois la grande richesse de l'Usling d'avoir justement ces prés de Wiesendal. Eh bien là, vous avez the ghost of a hedge, vraiment un fantôme, donc le reste de haies qui ne sont plus traités en haies. Chose qu'on trouve encore assez fréquemment à Luxembourg. C'est vraiment un patrimoine, je trouve, très très précieux, à la fois non seulement pour l'histoire du lieu, mais aussi pour des insectes et pour des animaux. Alors il y a un personnage que j'aime beaucoup ici évoquer, parce que c'est dans la toute dernière partie que j'aimerais maintenant parler des agriophytes, c'est-à-dire des plantes qui sont bio-indicatrices d'une occupation du sol par les hommes. Alors on sait très bien qu'il y a des facteurs anthropogènes pour justement favoriser la venue de plantes comme les orties, le sureau noir, les ronces, la chilidoine. Ils préfèrent évidemment des sols riches en phosphate et en nitrate. Et ce sont donc des plantes qui souvent peuvent indiquer justement un site archéologique. Donc il faut vraiment avoir l'œil pour connaître un tout petit peu la composition végétale d'un site. Il y a des plantes qui sont naturalisées au fur et à mesure, et Tinan, en 1836, dans sa flore luxembourgeoise, fait beaucoup de références à des plantes qu'il observe qui sont toutes nouvelles. Je vous donne quelques exemples. Alors, un premier exemple, c'est une Cymballaria muralis, c'est-à-dire Mauerzimbelkraut, que nous connaissons dans nos régions seulement à partir de la fin du XVIe siècle. Et on la trouve quand même partout, ici aussi à Luxembourg-Ville. Elle est décrite par Launitzer en 1582, Matthiolus quelques années plus tard, mais c'est une plante de la région de la Méditerranée. Et ça, c'est le véritable Mauerblümchen dont parlent les gens généralement. Mauerblümchen, très joli. Ah, quelle émotion. Et voilà, une autre plante qu'on trouve ici sur les rochers du Bockfields. Donc il y a en fait deux plantes qui se sont mariées ici, deux étrangères. Donc celle-ci, Glaskraut, donc ça c'est la pariétaire, et d'autre part le lissier Boxdorn. Les deux plantes qui viennent évidemment aussi de la région de la Méditerranée. On ne sait pas exactement quand ces plantes sont venues s'établir, mais ce qui est intéressant, Tinan en parle et il dit notamment « fréquente dans les rochers des fortifications de Luxembourg, particulièrement à la descente du Bredewee ». Voilà. Eh bien, vous avez une autre plante qui est assez courante aussi à Luxembourgville et ailleurs, c'est justement cette 130 rouge, Centranthus ruber, die rote Spornblume. Ici, c'est sur le site du Fortungen, déblayé. Eh bien, ça se produit tout de suite sur cette place-là, et cette plante est aussi originaire de la Méditerranée. Je n'ai pas ici d'illustration de cette plante-là, la nigelle des champs et la nigelle cultivée, la nigella sativa, qu'on appelle aussi des fois le coriandre romain. Ce sont des plantes que Tinan observe à Luxembourg. Il dit par exemple au sujet de la nigelle cultivée, les champs après la moisson, elle est très rare et je n'ai encore trouvé qu'à 5 échantillons dans les champs sablonneux le long de la chaussée romaine. Ça fait évidemment rêver. Depuis l'époque romaine, il y a peut-être encore des restes de nigelle cultivées qui restent sur place. Eh bien, il y a aussi des plantes qui sont intéressantes, qui sont certainement introduites seulement au XVIIe siècle ou XVIIIe siècle. Il observe cette plante qu'on appelait au XIXe siècle la dame d'11 heures, c'est le Ornithogallum, celle au centre, et elle s'appelle ici Neapolitanicum parce que, en fait, c'est un botaniste de Naples, Ferrante Imperato, qui avait envoyé en 1599
des bulbes à son collègue Clusius, et c'est lui qui a publié donc une dizaine d'années par après cette plante, ça a été publié ici dans le Hortus Eichstättensis de 1613, et cette plante se retrouve d'ailleurs dans la vallée de l'Aich. Alors, notre ami Tinan, il parle en 1836 de quelques lieux où il l'a trouvé, notamment à Greich, Keispelt, Ansbourg, et d'ailleurs à Ansbourg, on trouve dans la Charmille le long de l'Aich, donc ça ne m'étonne pas tellement. Mais c'est en 1959, en mai, que Jules Hoffmann et son père Jos Hoffmann ont découvert justement plusieurs pieds parfaitement naturalisés, comme il disait à l'époque, de la Liliacée ornithogalum nutans sur les berges de l'Aich entre Marienthal et Hunebourg. Donc on voit bien que certaines plantes se promènent. C'est vraiment la plante qui voyage d'elle-même une fois qu'elle a été voyagée. Voilà. Alors j'arrive ici à une plante que peu de gens apprécient tellement pour leur beauté. C'est, je retiens le nom assez difficilement, et alors je pense à un autre mot, et ensuite je dis Fallopia, et alors ça va. Donc c'est une Fallopia japonica, elle vient du Japon. D'ailleurs, c'est le fruit d'une expédition que Franz Philipp von Siebold a fait au Japon en 1825. Il a produit un bébé là-bas avec une japonaise, il est retourné aux Pays-Bas, et il a ramené justement des pieds de cette plante qui, depuis quelque temps, est devenue envahissante. Voilà. Et d'ailleurs, en 1847, cette plante a été nommée plante de l'année à Utrecht. Donc, elle était très pratique puisque d'une part, on l'utilisait pour stabiliser les berges aux Pays-Bas et d'autre part aussi comme plante fourragère pour les animaux. On peut la manger, vous pouvez faire des soupes avec. Je vous invite à le faire, comme ça elle pousserait peut-être moins le long de nos berges. Mais elle est indicatrice d'une crise du paysage puisqu'elle pousse très bien là où le paysage a été blessé, où on a vraiment fait des saloperies, et elle s'établit pour ça, à cet endroit-là, la Fallopia. Alors, ça nous amène à la conclusion un tout petit peu. Je vous montre ici une plante qui a beaucoup voyagé, qui vient de très loin, qui est anthropogène. Eh bien, cette plante est le maïs, et cette plante fait aujourd'hui, elle produit à la fois de la nourriture, on la donne aux animaux pour produire de la viande, on peut conduire une voiture avec ça, c'est le maïs qui est en fait une plante du paysage anthropisé. Alors elle n'est pas appelée par les Français, c'est-à-dire une plante qui est exotique, une espèce exotique envahissante, alors qu'elle est tout aussi envahissante, sinon plus encore que la Fallopia japonica, qui se limite à peu de choses par rapport à ça. Alors, on voit bien qu'il y a une espèce d'accélération des mouvements végétaux et que le brassage planétaire est en train de se faire. J'utilise le terme de brassage planétaire parce que c'est un terme qui est utilisé pour le colloque qui se tenait à Cerisy en 2018, où on a justement parlé de l'époque des échanges du commerce triangulaire, des plantations de rente dans les colonies, et du fait que justement que toutes ces plantes qui étaient originaires de l'Amazonie, comme le cacao, le tabac, le coca, le maté, ananas, les arachides, les piments, manioc, tomates, pommes de terre, caoutchouc, grenat, haricots, avocats, courges, citrouilles, calebasse et j'arrête, que tout ça a été non seulement exploité là-bas, mais qu'on a effectivement véhiculé ces plantes ailleurs en Asie pour faire des productions de masse. Il y a une ambivalence dans notre discours par rapport aux plantes qui viennent d'ailleurs. On parle soit de la fabuleuse odyssée des plantes, ça c'est un peu la manière poétique et inclusive de voir ces plantes étrangères et de ne pas dire natives indigènes, heimisch, ça c'est plutôt le discours par exemple, de l'administration des forêts de la nature à Luxembourg, où on donne toujours l'obligation de planter des plantes indigènes. Aussi dans les concours d'architectes, c'est toujours einheimische Bäumchen, Sträucherchen. Donc c'est vraiment cette espèce de verdure, de choucroute locale qu'on veut avoir chez nous, alors que pour le reste, on s'en fiche des plantations de maïs à Luxembourg pour le reste.
Alors, je vous avais promis justement de parler de Papa Klein, et donc c'est la toute dernière citation que je donne avant de vous donner l'occasion de poser des questions. Oui, c'est à peu près une heure. Interessante Pflanzenwanderung, texte de Edmond Joseph Klein, un professeur qui est né en 1866, mort en 1942. Il dit: Pflanzengeografische Erwerbe durch Verschleppung auf große Entfernungen sind immer interessante Momente, und sie werden in früherer Zeit vorgekommen sein, um das heutige Bild unserer Flora zu gestalten. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass einst, nach der Eiszeit, unsere Heimat fast pflanzenleer war. Was also heute zu unseren Füßen grünt und blüht, ist seither eingewandert, größtenteils von Osten her im Sinne der Völkerwanderung. Das alles gibt uns einen Hinweis auf die Tatsache, dass unsere wild wachsende Flora, welche so leicht den Eindruck des starren, alteingesessenen macht, schließlich doch nichts anderes ist als das Endergebnis einer fort und fort ohne Unterbrechung durchgesetzten Zuwanderung fremder Arten, die sich einbürgerten, wenn die Zustände günstig waren und ihren Anforderungen zusagten. Et de continuer, kommt das nicht klar heraus auf die Wanderungen des Menschengeschlechtes. Wir sind alle im Grunde zugereiste Fremdlinge auf unserem Boden, und wohl dieselben Wege werden von Pflanzen auf ihren Irrfahrten eingehalten und die gleichen Gesetze beherrschen beider Wanderungen. Autant dire que le voyage des plantes correspond au voyage des humains et nos voyages commencent vraiment à s'intensifier. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup pour cet excellent exposé, très érudit et très bien illustré d'ailleurs, et aussi pour le temps, timing, c'est à la minute près 1 heure, parfait. Donc je pense que cette présentation va sans doute susciter aussi quelques questions, quelques remarques. Moi, je me permets juste de remarquer que ce que tu nous as présenté, ça montre effectivement cette idée que nous, on a essayé aussi de véhiculer dans l'exposition, qu'il n'y a pas de paysage naturel, que tout est marqué de l'homme, même si parfois on a l'impression que les choses changent peu à l'échelle de notre vie. Mais si on regarde l'histoire plus loin, c'est quelque chose d'extrêmement dynamique finalement. Donc la parole est à vous. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? La première question est toujours la plus difficile. Je crois. Okay. Merci. Dans un contexte un peu plus moderne, parce que je me demande ces nouvelles plantes indigènes, est-ce que dans le contexte moderne, est-ce qu'on voit qu'ils restent ou est-ce qu'elles sont maintenant aussi de plus en plus poussées et on voit des nouvelles plantes apparaître qui sont étrangères? Alors, il y a ce qu'on appelle maintenant des écosystèmes émergents qui se forment. Donc c'est clair que nous avons une espèce de tiers paysage qu'on ignore souvent en botanique, puisque ce sont par exemple les voies ferrées qui ont une végétation toute spécifique. Tout le monde connaît le boudelaya, cette espèce de plante charmantissime, mais qui pousse surtout le long des chemins de fer partout en Europe. Il y a des plantes qui sont venues, par exemple, il y avait une plante qui a été vue comme un grand danger pour toutes nos pièces d'eau, une espèce de Wasserlinde, quelque chose, je ne sais plus le nom en latin. Eh bien, elle a pratiquement régressé, on ne la retrouve plus. Donc, il y a certaines plantes qui émergent, qui restent, et c'est un équilibre instable. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours cette bagarre entre une vision fixiste de la nature, donc j'ai connu la nature telle qu'elle, et l'idée que c'est une dynamique qui se fait. La seule chose que j'ajouterais, c'est qu'aujourd'hui, cette la motion, elle est devenue très rapide. C'est-à-dire, une vie humaine suffit déjà pour voir des changements, mais vraiment catastrophiques, si vous voulez. Quand je me promène dans les forêts, je vois bien que les forêts ont tellement changé, et c'est pas les épicéas. C'est pas ça ce qui me fait le plus de soucis. Ce sont les grandes hêtraies qui sont dans un très mauvais état. Et pas seulement les hêtraies, aussi les forêts où vous avez beaucoup de chênes, c'est une catastrophe dans ce sens-là. Ça arrive. Alors, je ne suis pas si pessimiste pour autant. Je me dis qu'on a déjà vu, par exemple, des moments pour nos forêts qui étaient encore pires. C'est pour ça qu'on a eu toutes ces dispositions à partir du XVIIe, XVIIIe siècle pour protéger un certain nombre d'arbres qui devraient rester sur pied.
Et je me rappelle, il y a quelques années d'ici, déjà une vingtaine d'années d'ici, une dame Claire Billon faisait un exposé sur la forêt d'Anlier, qui se trouve près de Martelange, un exposé brillantissime, où on voyait que pendant 5 siècles, cette forêt avait changé de fond en comble. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'il y a eu une exploitation, notamment pour les forges du Prince, donc la fabrication du charbon de bois, et c'est aussi le cas à Luxembourg, chez nous. Donc. Mais pour revenir à cette question, il y a des plantes qui, aujourd'hui, ont beaucoup plus de facilité à rester sur place, puisque je n'ai pas évoqué le changement climatique, mais il y a certaines plantes qui n'ont plus de mal à survivre. Vous prenez maintenant toutes les maisons nouvelles qui sont construites avec beaucoup d'optimisme. On plante déjà des oliviers près de la maison et ça donne l'impression d'être Oui, voilà. Et donc, si vous êtes dans la région de la Moselle, depuis déjà une quarantaine d'années, vous pouvez planter des cyprès. Ils ne vont pas crever de froid. C'est comme ça. Oui. Deuxième partie à ma question. Pardon. Ok, ouais. Merci. Mais donc, est-ce qu'on voit plus d'espèces dans nos paysages de nos jours ou moins d'espèces? Ça, la question qu'il faudrait poser à des spécialistes en biologie. Je ne suis pas spécialiste en biologie. Je pense que pour les variétés, il y a une tendance générale à l'uniformisation du paysage à Luxembourg aussi. Donc, il y a une régression, un appauvrissement, surtout parce que les sols deviennent beaucoup plus riches. Nous avons maintenant des sols qui sont surfertilisés. Donc, il y a certaines espèces qui disparaissent entièrement, qui n'ont plus de véritable refuge. Donc, ça, c'est vraiment alarmant de voir ça. Et donc, même si vous faites aujourd'hui j'appelle ça du jardinage, parce qu'aujourd'hui, même si vous restaurez la nature, la renaturation, la rewilding, comme disent les Anglais, ça, c'est du jardinage à grande échelle ou à petite échelle, mais c'est toujours du jardinage parce que ce que l'homme fait maintenant, c'est l'anthropocène. Nous sommes en train de modifier des paysages et il y a aussi une vision qui est forcément aussi comme la vision des romantiques au XIXe siècle, une vision dans la tête qui fait qu'il faudrait reformer ce paysage tel qu'il était à leur Seinerzeit, guillemets. C'est quel moment? On prend la carte de Ferraris, ben, ça c'est déjà un paysage très transformé, ou est-ce que c'est le paysage de l'époque des dinosaures? On n'en sait rien. Donc c'est une façon assez vague de s'imaginer un passé qui serait meilleur. Et je pense que c'est aussi... il y a aussi une partie, je dirais, de christianisme en nous, puisque nous avons l'impression que nous avons commis une faute originelle et que maintenant, il faut faire un geste rédempteur. Parmi tous ces péchés que nous avons commis, nous allons maintenant arracher, non pas les champs de maïs, mais la Fallopia, on va la tuer, on va faire la même chose pour ce Ailanthus altissima, cet arbre de Chine qu'on avait planté d'ailleurs en haut, près du topaz, il y a 4 arbres. Eh bien, là, on fait un martyre assez spectaculaire, puisque l'année passée, on a commencé à faire ce qu'on appelle ringeln, c'est-à-dire on va couper une partie de l'écorce, puis l'arbre va petit à petit mourir, et puis tac, à la fin de cette année-ci, on a coupé le dernier cordon ombilical et maintenant il se meurt, et comme ça, on a vraiment montré avec ce geste rédempteur qu'on a mis fin à une espèce envahissante. Et peut-être que ce sera cette espèce-là qui va être rédemptrice pour un environnement qui est complètement changé, où les hêtres ne poussent plus, etc., etc. Donc, on n'en sait rien. Donc, je pense que nous vivons une période assez excitante. C'est très bien de se dire que les choses changent, mais c'est très rapide. Il y a d'autres questions ou remarques? Ici devant. Le micro. Merci, monsieur. Je voulais savoir si on avait des informations sur... Vous avez souvent mentionné des plantes qui venaient du bord de la Méditerranée. Oui. Enfin, pour s'implanter à Luxembourg, à l'époque en particulier, j'imagine qu'il y avait quand même une variation de climat. Est-ce qu'on sait s'il y a eu des mutations et est-ce qu'on peut avoir une idée? Il y a eu quand même une modification, je suppose, dans le génome de ces plantes pour qu'elles s'adaptent. Et il a fallu du temps. Il a fallu du temps, voilà. Et voilà. Et je pense que, par exemple, pour la Vinca minor, ce serait maintenant très intéressant d'appliquer des méthodes scientifiques d'aujourd'hui pour déterminer exactement quelles sont les différentes variétés qui existent. Donc, c'est déjà... il faudrait aller au-devant et faire des analyses plus poussées. Malheureusement, je ne suis pas spécialiste dans le domaine de la génétique, mais je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment très calés là-dedans,
Et là, il faudrait poser les questions à cela. Mais on sait, pour certaines plantes, à quel moment elles ont été introduites. Et par exemple, je vous donne l'exemple de Asclepias syriaca. Asclepias syriaca, c'est une Seidenpflanze. Elle a été détectée par Tennant en 1836 en 2 endroits. Sur les rochers de Bellevue, ici à Luxembourgville, au Limpotsberg, et dans le parc à gibier des Comtes de Lannoy à Clairvaux. Alors, d'abord, cette plante, Asclepias syriaca, ne vient pas de Syrie, elle vient d'Amérique du Nord. Ensuite, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Bellevue, c'est clair, c'est plutôt le domaine du gouverneur La Fontaine, donc c'est probablement une de ses plantes, puisqu'il faisait des essais avec des pommes de terre et d'autres plantes, et la Seidenpflanze, on l'utilisait aussi pour la fabrication de textiles. Et qui connaît maintenant Clairvaux du 19e siècle, sait bien qu'il y a des tisserands à Clairvaux, mais surtout aussi toute une industrie textile. Peut-être qu'il y avait à ce moment-là un essai qu'on voulait faire, mais là, il parle d'une plante qui est déjà naturalisée. Ça, un tout petit peu, ça m'a réveillé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? C'est une plante qui est venue seulement dans nos régions au cours du XVIIe siècle. Donc là, nous sommes en 1836, donc 2 siècles plus tard. Ouais. Tu avais parlé de l'occurrence de l'Ornithogalum. Oui. Près de l'Aïch, c'est ça? Oui. Et puis aussi, il y avait sur cette image, c'était un Hyacinthoides. Oui. C'est-à-dire les bluebells. Les bluebells, voilà. Et là aussi, il y en a à Luxembourg. Il n'y en a pas de manière naturelle, mais uniquement là où on trouve justement des parcs historiques. Il y en a de petites populations, par exemple, dans le parc à Schönfels. Et donc, ça a été introduit. Et ce qui est fort intéressant pour cette plante, c'est qu'elle fait aussi des tapis au fur et à mesure. Donc, il faut aller déjà en Belgique pour trouver des endroits où on a de larges tapis. Mais c'est vrai que cette plante est aussi d'introduction horticole. Il y a une femme qui a fait une publication en 1990 en Allemagne, c'est Martina Natt-Esser, justement, qui a analysé quelques parcs où elle a analysé toutes les plantes et surtout aussi pour tous les graminées, ce que je trouve passionnant parce que je ne peux pas distinguer beaucoup d'herbes entre elles. Et là, elle parle justement aussi de ces plantes spécifiques, comme par exemple des bluebells qui poussent aussi dans certains parcs. Mais les bluebells en Angleterre, j'avais pensé qu'elles étaient arrivées avec les Romains. Avec les Romains, probablement, ou les Normands. Donc, on est toujours en train de discuter qui a amené ces plantes. Mais c'est intéressant, justement, de voir que ça, c'est une de ces plantes qui est vraiment, maintenant en Angleterre, partout, qui appartient des jardins à s'aimer dans les forêts. Ouais. Oui, alors ça aborde la thématique des garden escapes aussi, parce qu'il y a pas mal de plantes. Oui, tout à fait. Qui s'évadent, les budléas et tout ça. Oui. Par exemple, le Ornithogalum nutans, c'est une plante où on a retracé les origines dans les bois aux environs de Rome. Et entre Rome et Naples qu'on l'a trouvé. Et petit à petit, donc justement, c'est Imperato, ce botaniste qui s'est intéressé à cette plante. Il a envoyé des collègues au nord des Alpes. Et bien, cette plante a fait maintenant un véritable tour d'Europe, puisqu'on la retrouve surtout dans les vignobles maintenant. Quand vous passez dans la région du Rhin ou même du côté des vignobles en Allemagne de la Moselle, donc vous trouvez soudainement ce Ornithogalum nutans, et qui profite justement du fait que lorsque vous passez avec la bêche, vous allez à chaque fois écraser des bulbes qui vont se multiplier de cette manière-là encore plus rapidement. Vous avez justement le Ornithogalum luteum, une petite fleur jaune. Celle-là, on la retrouve aussi dans la vallée de l'Aïch, près de Marienthal, Ansbourg, mais jusqu'au Hunenbourg. Et là aussi, c'est une plante qui a été introduite dans les jardins. Et à partir du 19e siècle, c'était une plante de très peu d'intérêt pour les gens. C'était auparavant plutôt des plantes qu'on mettait dans des parterres pour montrer, voilà, nous avons telle plante très, très, très... Alors, par exemple, les tulipes, elles ne peuvent pas survivre de cette manière-là. Donc, au bout de quelques années, ça va dégénérer. Mais si vous allez, par exemple, dans le jardin d'Ansbourg, vous trouvez le lys de Florence. Je cherche le nom latin à ce moment-là. Mais bon, c'est un lys qui peut se propager facilement lorsqu'on ne le dérange pas trop. Mais il se retrouve seulement en dessous des haies, là où on n'a pas dérangé. Martagon. Voilà, lys rouge Martagon, voilà, c'est celui-là. Oui.
C'est une question si c'est nécessairement négatif qu'il y ait des plantes qui s'évadent. Alors, je pourrais citer, par exemple, Reichholf, qui, justement, de Stadtnatur, dans son livre Stadtnatur, a écrit il y a une quinzaine d'années, justement, que c'est moins alarmant qu'on ne le pense. Il fait pratiquement la défense de ces plantes et de ces animaux. Et c'est aussi un tout petit peu pour... comment dire... on sonne toujours l'alarme et on oublie parfois les causes qui sont à l'origine justement des changements. S'il y a une dégradation de la flore, c'est qu'il y a en amont d'autres dégradations qui ont causé justement cette dégradation d'une flore. Et s'il y a des monocultures comme celle-là, elles dégradent le sol, l'eau. Et là, je pourrais vous montrer justement de ce même champ où j'ai pris des photos, ce qui s'est passé il y a quelques semaines d'ici, où justement dans la vallée, on trouve des gravats, et donc il y a une érosion terrible qui est produite par le maïs. Donc c'est vrai qu'il y a des aspects positifs pour certaines plantes, mais pour d'autres plantes, c'est moins positif. Par exemple, Mauerblümchen, Cymballaria. Mais elle est une plante très, très, très précieuse pour les insectes. Et elle ne nuit nullement aux murs. C'est quelque chose qui tapisse généreusement les vieilles failles, les crevasses. Il y a même un joli petit poème de Bechstein, celui des Deutschen Märchen. Et alors il dit à ce moment-là, niedliche Pflanze, du kleidest der alten Ruine Gemäuer, rankend hinab und hinauf, blühst du einsam für dich. Et alors il continue, sei der Erinnerung Bild, die der Einsamkeit traute Genossin oft des vergangenen Glücks, sinkendes Luftschloss umgrünt, puisque cette plante, elle tombe toujours en bas, et puis voilà. Vous voyez, donc il y trouve tout un côté poétique, alors que la plante, elle est d'introduction assez récente pour l'époque, hein. Entre le 16e et le 19e siècle, c'est quand même une grande différence. Donc je trouve qu'il y a des choses qui entrent dans notre imaginaire collectif. Et cette plante porte d'ailleurs en luxembourgeois le nom de Leiskreuzchen oder Kratzkreuzchen, wie mir gesagt wird. Eh bien, c'est pas très gentil parce qu'elle a des petites graines qui ressemblent justement à les puces. Donc, vous voyez que même la langue commence à adopter ces plantes plus rapidement qu'on ne le pense. Voilà. Et ici derrière. Je ne sais pas si vous avez déjà cité cette plante qui pousse dans le grès de Luxembourg, qu'au XVIIe siècle, les soldats, c'était des mercenaires de différentes nationalités qui ont amené une sorte de plante verte que j'ai vue, une fois j'ai oublié le nom, mais qu'ils dégustaient comme salade. Ah oui, c'est justement là. Vous l'avez cité, je crois. Oui, non, je ne l'ai pas cité. Mais c'est pour dire que c'était les mercenaires qui sont servis pour les déguster comme salade. Je vais vous citer justement Tinan qui l'a trouvé et il nous dit à ce moment-là, de manière assez précise, que cette plante, c'est le portulac en fait. C'est le portulac. Ah oui, je vais le noter. Le pourpier, donc portulac ou le razzia ou quelque chose comme ça, je dois regarder. Vous voyez la mémoire. Oui. Et puis je l'avais malheureusement lors d'une visite privée signalé à une dame qui a arraché toute la plante. Mais oui. Mais oui. Voilà, pourpier cultivé, Portulaca oleracea, Tinan dit à la page 230, cette plante cultivée dans nos jardins comme potagère se retrouve souvent sauvage dans les décombres. Voilà justement la définition de Stinsenpflanzen. Donc elle commence, et ce n'est pas une plante nuisible, bien au contraire. C'est la même chose aussi quand la rucola, eh bien, vous vous promenez à Luxembourgville le long des rochers, vous trouvez partout de la rucola, sauf que les chiens ont... Il ne faut pas la consommer tout de suite, voilà. Mais c'est possible de les trouver. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce qu'il y a encore une question ou remarque? Autant pour madame ici, à monsieur, et puis... Merci, désolé. Alors, j'ai cru comprendre que vous parliez d'une date fatidique du 1492, pour l'arrivée de grains spéciaux ou... Non, c'est en fait la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et donc, c'était justement ça pour dire, voilà, on a considéré cela comme étant, voilà, le moment où les choses ont changé. Et c'est vrai, pour certaines plantes, elles ont été très vite
cultivées en Europe. Donc, Colomb ne pouvait pas ramener des tonnes de diamants ou d'or, mais il ramenait certaines plumes, certains oiseaux, comme les perroquets, étaient très jolis, et certaines plantes qu'on pouvait transporter. Donc, c'est vrai que c'est une manière artificielle un tout petit peu de dire archéophyte et néophyte, mais il y a évidemment des passages très fluides, donc jusqu'à ce que les choses arrivent à Luxembourg, ça prend encore un siècle ou deux, et c'est à ce moment-là qu'on les trouve. Je prends l'exemple de la pomme de terre. Alors, pomme de terre, c'est un article qui a été fait par Jos Massard, qui est exemplaire pour retracer un peu l'histoire aussi du point de vue des noms qui ont été donnés à cette plante, comment elle a été cultivée. Et à Luxembourg, par exemple, il y a plusieurs noms. Alors, à Luxembourgville, les gens disent « Oh, had auch noch Bipascha ». Bon, enfin, Bipascha, c'est un peu vulgaire de dire « On a Buppen ». Non, non, merci. Donc, en fait, Buppen, c'est le même mot que Stopfen en allemand. Puppe, puppe. Hein. Autrefois, c'était des poupées qui étaient faites par des lambeaux de vêtements. On mettait justement de la paille. Donc, c'est le même mot, puisque la pomme de terre au XVIIIe siècle, c'était ce qui allait remplir l'estomac et donner un sentiment de saturation. Et comme on n'avait pas beaucoup de viande, vous mettiez quelques petits lardons et ça donnait le goût de quelque chose de plus savoureux. Donc c'est vrai que les mots sont intéressants, alors que Grompere, Grundbirne, on la trouve aussi chez les Allemands. Et donc il y a beaucoup de choses qu'on peut retracer dans d'autres pays. Quelle est la façon dont ils ont justement accueilli la plante? Et voilà. Donc je trouve ça extrêmement passionnant de voir les mots qu'on a utilisés pour des plantes nouvelles, puisqu'on essaie de leur donner les caractéristiques d'une plante qu'on connaît déjà, Birne ou Apfel ou je ne sais pas quoi, et on rajoute une autre qualité. Merci. Et d'ailleurs, pour les pommes de terre, je dois dire une chose. Au XVIIIe siècle, les paysans étaient soudainement très intéressés pour les cultiver, puisque dans les Schöffenweisstümer, elles n'étaient jamais mentionnées comme étant taillables, donc on n'avait pas besoin de payer justement des taxes. Et comme ça, ils ont fait des procès contre leurs seigneurs qui réclamaient dîmes et autre chose. Et on disait non, c'est pas inscrit dans nos textes. Donc c'est une façon aussi Bauernschleue, voilà. C'est comme pendant la Seconde Guerre mondiale où le topinambour n'était pas réquisitionné. Donc, oui. Il y a des choses qui font qui se reproduisent. Il y avait encore une question ici devant, et puis après la question de madame, on va prendre une question, et puis on conclura lentement. Merci. Une plante qui me fait souvent, qui pose problème. Oui. J'ai cueilli dans le Crac des Chevaliers, en Syrie, un cyclamen. Oui. Alors, je l'ai retrouvé en état sauvage aussi, près des châteaux de la Loire, dans le Loiret. Oui. Mais alors, des tapis. Mais là, où alors est l'origine? Syrie, et moi je la trouve ici. Je sais qu'en Italie, on en trouve beaucoup, mais je ne sais pas si les Italiens l'avaient à l'origine. Ça, je ne peux pas vous dire. Mais effectivement, c'est une plante qui fait des tapis magnifiques. D'ailleurs, j'en ai trouvé quelques cyclamens au parc de Schönfels, près d'un grand tilleul en bas. Et ça me ravit donc de voir justement, ils ont une drôle d'espèce de tubercule qui est un peu... J'en ai acheté, mais je n'ai jamais réussi à les... Vous avez peut-être planté du faux côté parce qu'on ne sait jamais si c'est... Si c'est en haut ou c'est le bas. Si c'est en haut ou en bas, mais j'ai déjà vu ça. Il faut peut-être prendre juste quelque chose pour préparer les truffes et leur mettre sur des plats, parce que ça a la couleur d'une truffe, en fait, oui. Ouais. Encore une dernière question ou remarque. Ouais. Qui veut conclure? S'il n'y a plus de questions, alors il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous d'être venu et ce soir écouter cette passionnante conférence. Un grand merci aussi à Marc pour toute la préparation, pour ce magnifique voyage à travers le temps et les paysages. Et il ne me reste plus qu'à vous rendre attentif à nos prochains événements dans le cadre de l'exposition Land in Motion. Ce week-end, il y a un atelier avec l'artiste Katharina Kott qui aura lieu ce samedi, ici à 14h, Murmure des arbres. Pour, si vous avez des enfants, un spectacle de Wölfchen and the Fischchen à 11h aussi ici
au Nationalmusée dimanche 7 décembre. Et puis ici, au même endroit, à la même heure, le même jour, la semaine prochaine, le jeudi 11 décembre à 18h, notre prochaine conférence, cette fois-ci en allemand, Weinbau an der Luxemburger Mosel, Kultur und landschaftlicher Einfluss, ensemble avec Christopher Simon, qui est conseiller à l'Institut vitivinicole et directeur d'exploitation, d'ailleurs, du domaine de l'Institut vitivinicole. Et là, il y aura aussi un peu de dégustation qui sera liée au sujet dans ce contexte-là. Donc n'hésitez pas à soit encore vous inscrire, soit à venir de manière spontanée la semaine prochaine. Et puis la semaine suivante, ça ne sera pas le jeudi, mais le mercredi 17 décembre à 18h, et pas ici, mais chez nos collègues, enfin dans notre autre musée, au musée de Reichlen au Kirchberg, où il y aura une table ronde autour, en luxembourgeois, cette fois-ci, sur de Mischverhältnisse zwischen Natur und Mensch, avec l'historienne de l'art Antoinette Lorang, l'activiste Nori Schneider et le directeur de l'administration de la nature et des forêts Michel Leitem, ainsi que l'artiste Claudia Passeri, avec des visions un peu différentes sur le sujet qui nous occupe ici au musée depuis plusieurs mois. Donc il ne me reste plus qu'à vous remercier une dernière fois et de terminer sur un grand applaudissement pour Marc pour cette magnifique conférence. Merci.